le départ de ces forces de l'OTAN ne vont pas laisser de vide stratégique? D'abord, les États-Unis ne pouvaient pas rester éternellement. 13 ans, c'est une très longue période. Les États-Unis, comme vous le savez, étaient intervenus à la suite des attentats du 11 septembre et ne pouvaient pas se permettre de ne rien faire. Il était évident que la présence des talibans en Afghanistan avait un rôle, bien entendu, dans les attentats du 11 septembre, et les États-Unis se devaient de réagir. Comme je l'ai dit, ils ne pouvaient pas rester éternellement. Lorsque Barack Obama s'était fait élire, il s'était fait également élire sur la promesse de quitter éventuellement pas seulement l'Irak, mais également l'Afghanistan. Et donc il fallait qu'ils finissent par partir. Et je dois rappeler également que les dirigeants afghans n'ont pas exactement coopéré, collaboré toujours avec les États-Unis pour cette période de transition. Donc les États-Unis ont fini par mettre la direction afghane devant ses responsabilités. La question qui se pose bien entendu maintenant est de savoir ce qu'il va advenir de l'Afghanistan. Est-ce que les talibans vont reprendre le dessus ou bien combien de temps cela va-t-il prendre? Là-dessus, il n'y a pas de réponse militaire à une idéologie islamiste des talibans. Ça, c'est dans la tête des gens. C'est pas militairement qu'on peut sortir ça de la tête des gens. Alors, il y a eu une certaine structure créée par les États-Unis et leurs alliés au cours de cette période, mais l'idéologie islamiste qui se voit comme luttant pour des motifs religieux, hier contre les soviétiques, aujourd'hui contre les Américains, cette idéologie, elle est toujours là. Pour les Afghans qui tend la main aux talibans, qui leur propose un dialogue, quelles sont les chances que ce dialogue aboutisse, Emmanuel Navon? Les chances sont essentiellement sur le partage du pouvoir, sur la direction idéologique du gouvernement afghan. Il est clair, à mon sens, que les talibans exigeront un retour en arrière en termes des restrictions religieuses dans le pays, du partage du pouvoir qu'ils ont perdu suite à l'intervention militaire américaine. Je vois difficilement les talibans accepter moins que ce qu'ils exigent en termes de pouvoir, de partage du pouvoir et d'influence idéologique. Par conséquent, dans cette offre du leadership actuel afghan, il y a quand même un danger énorme, à savoir qu'au bout du compte, les acquis de la présence américaine, de l'intervention américaine et alliée, soit au bout du compte, disparaissent au bout du compte. Alors, ils veulent retrouver les mêmes pouvoirs, mais si on voit en tout cas dans l'histoire, au moment où ils ont eu ce pouvoir, ils bénéficiaient d'un soutien auprès de la population, c'est plus du tout la même configuration aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas accédé au pouvoir, ils ne se maintiennent pas au pouvoir grâce à des élections et à une société ouverte. C'est par l'usage de la force, des menaces, et par conséquent, ils n'ont pas besoin du soutien de la population, qui, je le rappelle, n'est pas une population de classe moyenne éduquée à l'occidentale. Donc, ils n'ont pas besoin de ce soutien populaire pour se maintenir au pouvoir. Donc, qu'il y ait ou pas un véritable soutien au sein de la population pour les talibans, d'une certaine manière, cela ne va pas véritablement influencer le sort et l'influence qu'ils auront dans le pays, malheureusement. Alors vous avez évoqué en tout cas ces valeurs occidentales, et c'est vrai que d'un point de vue politique, c'est peut-être ça aussi l'erreur des Américains, c'est de ne pas avoir compris le système de pensée afghan quand on a voulu importer ce système de démocratie à l'occidental, alors que finalement l'Afghanistan ne vote pas en tant qu'individu, mais en tant que membre d'un clan, d'une tribu. Quel est le modèle aujourd'hui politique qui peut être adapté en Afghanistan? Vous savez, tous les peuples en général du monde, tous les régimes dans le monde, souvent lorsqu'ils ne sont pas démocratiques, affirment que la démocratie, ce n'est pas pour eux. Mais ceux qui affirment cela, ce ne sont pas les populations elles-mêmes, ce sont toujours certains dirigeants qui, eux, n'ont pas été élus démocratiquement et qui affirment que la démocratie, c'est une valeur occidentale. Je prends toujours comme exemple la Chine. Les dirigeants chinois disent toujours que la démocratie, ce sont des valeurs occidentales. Ça n'est pas pour la culture chinoise, mais je vous rappelle que le marxisme est une idéologie occidentale née en Occident. Et ça, ils n'ont aucun problème avec ça. Donc souvent, les dirigeants, que ce soit en Asie, au Proche-Orient ou ailleurs, ont une façon très sélective d'accepter ou de ne pas accepter les valeurs occidentales. Certaines leur conviennent, d'autres non, mais en général, ils ne parlent pas au nom des populations elles-mêmes. Je ne connais pas de population qui ne veuille pas être libre, mais je connais certains dirigeants qui, eux, ne veulent pas être élus démocratiquement et veulent maintenir le régime autocratique. Vous êtes d'accord? Raphaël Jérusalemi nous parlait du rôle de la Chine, de ses intérêts. Quels sont les intérêts du côté du Pakistan et de l'Arabie Saoudite? C'est clair que là aussi, comme on dit toujours, le pouvoir a horreur du vide. Le Pakistan, aujourd'hui, qui s'est retrouvé un peu délaissé par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide et qui, aujourd'hui, essaie de rétablir sa relation avec le Pakistan, mais il y a un autre acteur qui n'a pas été rappelé ici, c'est la Russie,
qui elle aussi est attirée par ce vide qui est créé, la Russie qui aujourd'hui essaie à chaque fois de remettre en cause les acquis américains dans le monde, la Russie qui, je vous le rappelle, a occupé l'Afghanistan pendant près de 10 ans dans les années 80, je ne dis pas qu'elle va réoccuper bien entendu l'Afghanistan, mais elle va aussi essayer de tirer son épingle du jeu. Il y a là un puzzle très compliqué effectivement entre la Chine, la Russie, l'Afghanistan et l'Arabie Saoudite, avec une Chine qui voit plutôt ses intérêts économiques et des pays comme l'Iran et l'Arabie Saoudite et le Pakistan qui voient plus également les intérêts idéologiques, avec toujours en toile de fond le schisme idéologique entre les sunnites et les chiites. Emmanuel Lavoine, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre qui vient de sortir, La victoire du sionisme, c'est aux éditions Create Space. Voilà donc pour cet ouvrage. Quant à moi,